Bonsoir Amina Mohamed. Bonsoir Stanislas Ali. Alors, j'avais fait cet après-midi un premier live, un premier direct. C'est vrai que c'est une première pour moi. Je n'ai jamais fait du direct sur Facebook. Je vous remercie infiniment pour votre participation. J'ai prévu aborder quelques sujets, dont le Togo, donc parler un peu des marches de protestation qui doivent normalement aboutir à une révolution, à un renversement de régime en place pour entamer la reconstruction de notre pays. Ensuite, nous pouvons aussi aborder la question de la tournée du président Macron en Afrique. On peut parler aussi du rôle de la jeunesse dans l'édification, d'abord dans le combat contre les tyrannies africaines, contre le colonialisme et pour la reconstruction de notre continent. Et puis peut-être on peut aussi parler du MOLTRA en tant que mouvement que nous avons créé depuis quelques années et qui travaille sur toutes ces questions-là. Donc, je vous écoute, je suis à votre service, je vous remercie encore une fois pour votre participation à ce direct. Voilà, je suis à l'écoute pour répondre éventuellement à vos questions. Peut-être avant d'avoir vos questions et d'y répondre, je voudrais rappeler que cet après-midi, j'ai tenté de faire une première vidéo en live, ce qui est une première pour moi. Mais je pense que c'est quand même un bon moyen pour pouvoir discuter en direct avec les compatriotes de par le monde et de pouvoir apporter aussi quelques informations. C'est aussi un moment de partage et de connaissances mutuelles. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de répondre à vos questions. Je suis Komla Kogli, je suis togolais et je suis secrétaire général d'un mouvement qui s'appelle le MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, que j'ai initié avec d'autres compatriotes africains depuis maintenant 17 ans. Peut-être encore une fois préciser que le but de ce direct, c'est de pouvoir m'entretenir avec vous, pouvoir partager un moment de discussion, d'échange avec vous, d'observation et de point de vue, d'échange d'expérience aussi, parce que nous sommes à un moment crucial de la vie politique de notre pays et nous devons être en mesure aussi d'échanger, de discuter, d'envisager des perspectives pour notre pays. Pour nous, il est clair que la libération du pays va avec sa reconstruction. Nous ne pouvons pas parler de la libération du pays sans envisager, sans être capable de nous projeter sur ce que nous allons mettre sur pied à la chute de ce régime. Donc, nous devons être capables de discuter de toutes ces questions, de les aborder sereinement et de voir dans quelle mesure nous pouvons parvenir à un dénominateur commun sur un certain nombre de points qui concernent l'avenir de nos pays. Maintenant, je pense que la lutte qui a été engagée depuis le 19
août dernier, connaît disons, des difficultés à du plomb dans l'aile depuis un moment parce que le régime a réussi à déployer la force, la répression brutale, ce qui a fait que le peuple aujourd'hui se trouve dans une situation de retenue, sans toutefois abandonner radicalement son combat et son idéal. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question. Je me demande quel est l'idéal des marches de protestation. Autrement dit, doivent-elles évoluer comment? Évidemment que les marches de protestation doivent évoluer parce que pour le moment, ces marches n'ont pas réussi à atteindre leur cible de manière efficace. Je pense que le régime Gnassingbé étant un régime france-africain, bien informé, bien aguerri et expérimenté parce que ce pouvoir n'a pas pu passer 50 ans d'exercice sans avoir été bien coaché et puis sans avoir de l'expérience. Donc, en bon régime france-africain, à chaque fois que ce type de régime se trouve dans une situation de difficulté, il y a deux étapes fondamentales que ce type de pouvoir est obligé, par lesquelles ce type de pouvoir est obligé de passer. D'abord la répression, puis une fois la répression passée, le deuxième temps, c'est de tendre la main pour dire que il faudrait que les fils du pays puissent se retrouver, que c'est un moment d'incompréhension et qu'on doit aller à un dialogue. Donc, aujourd'hui, on est justement dans cette phase-là. Après la répression, voici le pouvoir qui tend la main pour soi-disant discuter avec l'opposition. Donc, je pense que, étant donné que ces marches de protestation visaient une série de revendications, à savoir le retour à la Constitution de 92 et le vote de la diaspora et quelques réformes, notamment sur le plan économique, je pense que ce régime-là ne va pas s'engager dans cette voie-là. Il n'y aura pas de réforme parce qu'on ne réforme pas une tyrannie. Et si la tyrannie était réformable, Faure Gnassingbé n'allait pas succéder à son père dans les mêmes conditions. Voilà. Donc, je pense que ces marches de protestation pêchent par le manque de clarté du but. Voilà. Donc, je pense qu'il faut redéfinir ces buts-là, à savoir que le peuple togolais est en conflit ouvert avec ce régime depuis sa naissance. Ce régime est fondé sur le crime. Donc, étant donné que ce régime a cet acte de naissance, nous devons tout simplement tendre vers son déboulonnage, tout simplement. Donc, il faut réorienter les marches, il faut essayer de faire évoluer ces marches-là. Au lieu d'aller discuter avec le pouvoir, il faut plutôt renforcer les capacités insurrectionnelles, opérationnelles, les capacités organisationnelles du peuple, de sorte à ce que quand on fait sortir la masse populaire, qu'elle puisse s'orienter vers des cibles bien précises, à savoir les lieux du pouvoir. Donc, la présidence, l'Assemblée nationale, et quelques autres lieux qui incarnent véritablement le pouvoir. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut augmenter la capacité opérationnelle de notre peuple, lui donner les moyens, l'organiser, aussi bien dans les villes que dans les villages, dans les quartiers, et tout ça, pour que le peuple puisse véritablement s'orienter vers une révolution. Et on le sent, notre peuple est prêt aujourd'hui à cela. Donc, c'est même un contresens historique que de s'engager dans une logique de discussion avec ce régime-là. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que nous autres, nous sommes en déphasage avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ces partis d'opposition qui ont décidé de court-circuiter l'élan populaire qu'eux-mêmes ils ont créé pour aller à la table de négociation. C'est incompréhensible. Donc, il faut plutôt chercher à renforcer les capacités du peuple. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire en donnant plus d'éléments d'organisation et de résistance au peuple. C'est ça qu'il faut faire. Il faut renforcer ses capacités plutôt que de l'immobiliser en disant qu'on va dialoguer avec le régime. On a eu beaucoup de dialogues, on n'a rien obtenu.
Donc, si on continue sur cette voie-là, on va passer du père au fils et du fils au petit-fils, quoi. Donc, il faut arrêter ça maintenant. Et notre peuple est prêt à cela. Maintenant, c'est à nous. Je pense que l'opposition a besoin aussi de l'aide. Il faut qu'elle ait l'humilité d'en demander. Ben, il y a des compétences dans la diaspora, au sein du peuple togolais. Il y a des gens sur le terrain qui sont prêts à apporter leur contribution pour qu'on renforce les capacités insurrectionnelles, opérationnelles, organisationnelles de notre peuple face à cette tyrannie-là. Et je pense que le dernier bastion qui reste à ce pouvoir-là, ce bastion étant la violence, eh bien, il faut qu'on forme le peuple à la gestion de cette violence, comment on contient la violence face à un régime tyrannique, comment on la gère et comment on la détruit. Ça, il y a des mécanismes qui sont historiquement éprouvés pour contenir ce type de violence. Donc, c'est vers ça qu'on doit évoluer. Donc, les manifestations doivent augmenter, on doit augmenter le niveau de résistance de notre peuple. C'est ça qu'il faut faire. Quelqu'un pose la question de savoir, l'Afrique a des problèmes, pourquoi ça en Europe? Après, c'est eux qui viennent régler le problème. Non. Alors, il faut savoir que les Occidentaux ne vont pas en Afrique régler quelques problèmes que ce soit. L'Occident est la grande partie des problèmes de l'Afrique. Depuis que l'Afrique a rencontré l'étranger, déjà avec l'Égypte antique pharaonique, qui est une création des Africains, où les Hyksos, ce qu'on appelle les peuples de la mer, sont arrivés en Égypte et ont chassé les Africains. Les Africains n'ont plus jamais connu de la paix. Donc, toutes les périodes historiques difficiles qu'on a traversées, à savoir l'esclavage, la colonisation et ce qui suit la colonisation, eh bien, l'Occident n'a jamais été au service des peuples. L'Occident est un danger et les Occidentaux ont toujours massacré les peuples qu'ils ont préalablement pris la peine de désarmer intellectuellement, moralement, spirituellement et physiquement. Donc, je pense que les Africains doivent se rendre à l'évidence que les Occidentaux ne sont pas nos amis et que nous ne pouvons que compter que sur nous-mêmes, donc nous organiser, combattre les dictatures qui sont mises en place par les Occidentaux, qui ont contribué et qui ont assassiné tous les indépendantistes africains, dont les plus récents se retrouvaient en la personnalité de Thomas Sankara, les cas les plus récents d'agression étant Laurent Gbagbo et Kadhafi et tout ça. Donc, je pense que les Africains doivent lire l'histoire à l'envers, doivent lire l'histoire à l'endroit, parce que l'histoire, notre histoire, elle est complètement à front renversé. On nous présente nos amis comme nos ennemis et nos vrais ennemis comme nos amis. Donc, les Africains doivent prendre conscience historiquement de leur parcours pour savoir que l'Occident n'est pas notre ami et que nous n'avons que nous-mêmes comme alliés sur qui compter. D'où la nécessité pour nous de nous organiser efficacement avant de nous lancer dans la bataille de la reconquête de notre espace qui doit être complètement reconstruit à l'aune de notre parcours historique. Voilà. Quelqu'un pose la question de savoir, peut-on véritablement aider les nôtres sans aller sur le terrain, apporter un soutien effectif? Je pense que cette question mérite une réponse à double sortie. Tout d'abord, oui, quand on est dans la diaspora, loin du pays, on doit sentir la douleur de la perte du pays ou de l'éloignement du pays. Donc, je pense que quand on est loin, on doit aider nos frères qui sont restés sur le terrain. On doit leur apporter de l'aide morale, intellectuelle, financière, de l'aide matérielle, tout simplement. Et puis, autant que faire se peut, nous devons descendre sur le terrain. Je pense que ça, c'est une question fondamentale, mais il faut savoir que ceux qui ont, dans l'histoire, contribué à libérer leur pays peuvent aussi parfois se retrouver dans des situations d'éloignement de leur pays.
Donc, l'aide peut être apportée aussi bien de loin que de près. Donc, je pense qu'il y a une logique dans toutes ces choses-là où on doit à la fois, quand on est éloigné, apporter de l'aide, mais autant que faire se peut, descendre sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, grâce à la technologie aussi, nous sommes tous les jours, nous sommes au quotidien au pays. Nous avons toutes les informations, nous nous renseignons, nous donnons aussi ce que nous pouvons donner comme conseil, comme idée, comme nous apportons aussi de l'aide sous diverses formes à notre peuple. Mais il est évident que nous devons être en mesure de descendre sur le terrain. Je pense que les prochaines semaines et les prochains mois vont nous donner des éléments à savoir, quant à savoir si nous devons retourner sur le terrain concrètement ou pas. Je disais qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence qu'un énième dialogue France-africain n'apporterait rien de bon à notre peuple. Notre peuple est dans une logique de lutte, de libération. Il faut la comprendre ainsi et l'accompagner. Il faut l'accompagner dans cette logique-là plutôt que d'essayer de le court-circuiter, de bloquer son élan et d'aller serrer la main du dictateur, former peut-être un gouvernement dit d'union nationale avec lui pour lui permettre de souffler et de redéployer parfaitement son pouvoir de nuisance. Donc, je pense que au lieu de faire ce type d'exercice qu'on a déjà fait et qui a été fait dans différents pays africains, parce que c'est comme ça que la France voit l'avenir des Africains, les Occidentaux qui soutiennent toute cette dictature, n'imaginent pas que les Africains soient capables de livrer la bataille de libération. Or, historiquement, l'Occident a connu des périodes de dictature et de tyrannie. Curieusement, quand on fouille toute l'historiographie, on lit l'histoire et on fouille l'historiographie des pays occidentaux qui conseillent aujourd'hui aux Africains de s'engager dans une logique de dialogue avec les tyrans, on ne voit pas, il n'y a pas de trace de discussion avec ces rois-là, ou ces tyrannies en tout cas. Les peuples européens se sont mobilisés pour combattre ces tyrans, pour se libérer et construire de vrais États à la place de ces tyrannies qui les régentaient à l'époque. Donc, c'est même une aberration historique que de conseiller aux Africains d'aller dialoguer avec des tyrans. Donc, les Africains doivent se rendre compte que tout ça, c'est de la fumisterie et que pour qu'un peuple se libère, il doit payer le prix de sa libération. Voilà. La libération a un prix. Je pense que notre peuple au Togo paye déjà ce prix. Il n'y a pas lieu, dans ce cas, de dire, étant donné que le peuple paye un prix très lourd, on va interrompre, cette effusion de sang et on va s'offrir un moment de discussion avec le tyran. Il n'y aura qu'un moment de discussion avec le tyran et ses alliés. C'est c'est la négociation après la bataille décisive qui va acter l'échec de la tyrannie. Et donc, cette discussion, cette négociation portera sur comment on pourrait aménager un couloir de sécurité au tyran pour qu'il quitte le pays par l'aéroport. Voilà, c'est la seule négociation qui va y avoir. Donc, aujourd'hui, court-circuiter l'élan populaire, s'inscrit dans cette logique-là, de court-circuiter
couper les ailes à ce peuple qui essaye de se redéployer et de reconquérir son pouvoir de souveraineté qui lui a été volé depuis 50 ans, faire ça, c'est commettre un crime. On peut comprendre humainement que ce soit difficile d'assister au massacre des populations à Sokoré, à Mango, à Bafilo. Hier, il y a encore eu de la répression à Tchamba, à Lomé et partout dans le pays. C'est vrai que humainement c'est lourd, mais l'histoire, elle est ainsi faite. Il ne peut y avoir de libération des griffes d'une tyrannie sans qu'il y ait fusion de sang. Alors ceux qui tombent, ces gens-là sont des héros et des martyrs qui seront élevés au rang de patriotes tombés pour la patrie. Voilà. Donc il y aura des aéroports, des routes, des stades, des écoles, des théâtres, des carrefours qui porteront leur nom, des bâtiments administratifs qui porteront leur nom. C'est ainsi que l'histoire est faite. Donc, il ne faut pas que des gens nous trompent et nous engagent dans une logique qui va faire perdurer la tyrannie. On croit qu'au travers du dialogue, on va calmer les esprits, mais non, on ne va pas calmer les esprits parce que le tyran, ce qu'il veut, c'est sauver son pouvoir, son fauteuil et de continuer. Donc, de toutes les façons, les Togolais seront rattrapés par la nécessité de s'affranchir de cette tyrannie. Et dans ce cas, la lutte, ce qu'on veut éviter aujourd'hui, on va le retrouver demain. Donc, autant faire ce qu'on doit faire demain, autant le faire aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'ajourner la bataille finale, de donner encore du souffle au pouvoir pour qu'il continue la répression, le pillage du pays, pour encore un moment, avant de pouvoir livrer cette bataille décisive. Maintenant, je pense que notre peuple étant en conflit avec ce pouvoir depuis sa naissance, je l'ai rappelé tout à l'heure, ce pouvoir est né dans le sang, dans l'assassinat, dans le crime de Sylvanus Olympio opéré le 13 janvier 1963. Ce régime est la parfaite continuité du système colonial. Donc, le système colonial, vous pouvez retarder sa chute, mais vous n'échapperez pas à la lutte libératrice. Voilà, la Chine aujourd'hui, que les Africains admirent tant, qui nous fournit tout en Afrique aujourd'hui. Est-ce que les Africains savent que les Chinois, à un moment donné de leur histoire, se sont retrouvés dans la situation du continent africain? La Chine s'était retrouvée dans la situation du continent africain morcelé, où les puissances occidentales ont mis partout en Chine des tyrans appelés des seigneurs de guerre, qui ont créé des frontières partout en Chine et qui gouvernaient le pays, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'étranger, en faveur des puissances occidentales, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon et même la Russie. Qu'est-ce que les Chinois ont fait pour s'affranchir? À partir de Sun Yat-sen, le docteur Sun Yat-sen, ils ont organisé des révolutions. Ce sont ces révolutions qui ont permis aux Chinois de relancer, d'abord de reconquérir leur pays et ensuite de relancer ce pays. Et aujourd'hui, où est la Chine? La Chine est sur le toit du monde. Où est-ce que nous, Africains, nous sommes? Voilà les questions principales que nous devons nous poser et nous inspirer des lois de l'histoire qui imposent au peuple dominé la lutte de libération. Et ça a un prix, ça a un prix. Ça a un prix. Nous ne pouvons pas échapper à ce prix-là. Maintenant, nous pouvons amoindrir ce prix en nous organisant efficacement et en agissant de manière intelligente et rapide. Nous avons les moyens, nous avons les compétences pour faire ce travail-là. Maintenant, je pense que ceux qui dirigent aujourd'hui la contestation sur le terrain doivent aussi chercher à trouver des gens aussi bien
dans le pays que dans la diaspora qui possèdent des connaissances dans ce sens-là. On ne peut pas tout dire sur Internet, mais je pense qu'il doit y avoir une démarche de recherche des compétences en direction aussi bien des Togolais de l'intérieur que de l'extérieur pour renforcer la capacité opérationnelle et organisationnelle de nos peuples. Ça, c'est possible. Donc, je voudrais savoir s'il y a encore quelques questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer cette discussion en disant qu'aujourd'hui, nous sommes en état de nécessité de tourner les mains de protestation en révolution. C'est important. Si nous n'engageons pas ce virage, nous risquons de rester à quai et nous risquons très gravement de laisser ce pouvoir continuer son déploiement. Il ne faut pas sous-estimer ce pouvoir a des gens, a des soutiens et a les moyens. Donc, ce pouvoir n'a pas fait 50 ans pour rien. C'est parce qu'il a poussé ses racines et ses ramifications très loin. C'est pour ça que nous devons nous aussi travailler de manière intelligente et ardente pour pouvoir le déraciner. Et nous avons les moyens. Et l'arme dont nous disposons, c'est le peuple. C'est la mobilisation populaire. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de mobiliser simplement les gens. Il faut les organiser effectivement. Et l'organisation, c'est une science. Cela demande de connaissances approfondies sur les révolutions, les causes de leur échec ou les raisons de leur succès. Il faut être en mesure de lire le déroulement des révolutions sur la grande durée de l'histoire, piocher des éléments qui peuvent nous aider à structurer notre peuple. Et un des éléments les plus importants que nous devons maîtriser dans cette réorganisation et dans cette planification stratégique, c'est la question de la violence déployée par le pouvoir. Puisque, je l'ai dit, c'est le pouvoir, la violence, c'est le dernier refuge de la tyrannie. Et c'est le dernier bastion que garde le pouvoir quand il n'a plus rien. C'est pour ça que nous devons apprendre à maîtriser la notion de la violence, son déploiement, comment la contenir, comment la gérer et comment la détruire. Et je pense que c'est possible de le faire parce qu'on croit que l'armée togolaise et la police togolaise sont des forces qu'on ne peut pas affronter et vaincre. Je dis non, parce que les lois de l'histoire nous montrent le contraire. Donc, nous devons être en mesure
de réorganiser autrement les choses. Et si on réorganise les choses, nous pouvons parvenir à bout de ce pouvoir et de ces instruments, et notamment l'instrument essentiel qu'est la violence, qui déploie de manière cyclique. Donc, aujourd'hui, nous avons le devoir d'augmenter le rythme des marches, de désigner des cibles où le pouvoir loge, notamment la présidence et quelques institutions, l'Assemblée nationale et tout ce qui va avec, orienter le peuple vers là, mais en prenant le soin d'organiser, de structurer des choses avant de lancer cet appel-là. La question de la violence doit être étudiée, analysée, examinée en profondeur, savoir comment le pouvoir déploie la violence et comment nous, le camp du peuple, aux mains nues, peut contenir, gérer et détruire cette violence. C'est possible. Je dis bien que c'est possible. Nous avons des instruments. Nous n'avons pas d'armes. Ce n'est pas une question d'armes. Nous n'avons pas besoin d'armes face à ce régime-là. Le peuple a les moyens de pouvoir renverser ce régime. Maintenant, il faut l'organiser. Il faut l'organiser et structurer ça. Et c'est une décision stratégique qui doit être prise dans ce sens-là. Si on décide d'aller dans ce sens, eh bien, on se donnera les structures et l'organisation nécessaires pour y arriver. Et il y a urgence à le faire. Parce que si nous laissons encore ce pouvoir se redéployer, eh bien, ça risque d'être très compliqué. Voilà. J'en aurais terminé sur ce premier point. Est-ce qu'il y a des questions? Quels sont vos rapports avec Merignato et Dan? Non, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de rapport avec M. Merignato. Je ne le connais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, je pense que il y aura toujours des participants qui vont vouloir poser des questions. Je suis là, donc je suis là, donc j'attends vos questions. Maintenant, je pense qu'on va aborder un peu la question de la tournée de Macron en Afrique. Bon, ça c'est, pour moi, c'est un non-événement. Bon, Macron, c'est, je n'aime pas personnellement parler de Macron parce que pour moi, Macron est pour moi, c'est insignifiant comme sujet de l'histoire. Donc, je ne veux pas trop m'attarder sur Macron, mais simplement dire que on entend ici ou là des gens écrire ou dire Macron a dit ceci, Macron a dit cela, Macron ceci, Macron cela. Les Africains peuvent continuer et pas se référer au maître s'ils veulent, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on va reconstituer notre peuple et qu'on va reprendre notre place dans l'histoire. Je pense que Macron dirige un pays dont il doit défendre les intérêts
et il s'y met. C'est tout à fait normal. Donc moi, je ne souhaite pas trop m'attarder sur l'individu Macron qui ne représente absolument rien, quoi. Voilà, c'est la France en tant que pays qui nous pose problème. Macron est le dirigeant actuel. Bon, il va partir. Les Africains avaient cru que à la chute de Sarkozy, bon, Hollande qui avait promis beaucoup de choses, hein, les Africains avaient cru que Hollande allait changer les choses, d'autant plus qu'il était socialiste et tout ça. Bon, ça c'est des étiquettes que les hommes politiques dans leur pays endossent, mais qui n'ont aucune réalité sur le plan international, parce que sur le plan international, ce sont les intérêts qui prédominent. C'est les intérêts géopolitiques et géoéconomiques. Donc, il faut que les Africains continuent hein, leur organisation hein, en laissant l'individu Macron de côté, quoi. Voilà, parce que Macron, c'est rien, tout simplement. Voilà. Alors, quelqu'un pose la question de savoir, vous êtes contre le dialogue, que c'est que vous proposez concrètement à l'opposition pour une sortie de crise? Alors, si nous refusons le dialogue, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons de passer des marches de protestation à une révolution. Cela demande deux choses. Il y a deux conditions à remplir pour que les marches, telles qu'elles soient organisées aujourd'hui, soient transformées en une révolution. Première condition, c'est la réorientation stratégique du mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut redéfinir les buts hein, des marches. Étant donné qu'il y a une donnée de base qu'on doit prendre en considération, c'est qu'on ne réforme pas une tyrannie. Une dictature, on ne la réforme pas. On la combat et on la détruit. Parce que la tyrannie naît du moment où les rapports de force dans le pays hein, sont inversés hein, du peuple à un groupe d'individus qui prend le peuple en otage. Donc, pour rééquilibrer les choses, ce n'est pas en faisant des réformes. C'est qu'il faut redonner le pouvoir au peuple. Et pour que le peuple reprenne le pouvoir, il est obligé de passer par la révolution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a nécessité de réorganiser, de s'engager dans une réorientation des buts de la mobilisation. Quand on mobilise le peuple, on doit savoir pourquoi on le fait. Et les objectifs qui sont fixés aujourd'hui ne sont pas de nature à permettre au peuple de retrouver hein, le pouvoir, son pouvoir qui lui a été volé depuis 50 ans maintenant. Au Togo en tout cas. Donc, nous proposons de faire en sorte que les marches, telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, soient transformées en une révolution. Je le disais tout à l'heure, ça implique que deux conditions soient remplies. Première condition, réorientation stratégique du mouvement. Donc, redéfinition de ses buts. Et deuxième condition, la réorganisation hein, de la mobilisation en fonction du nouveau but qui sera fixé. Cela demande, et troisième, c'est là qu'une troisième condition intervient, c'est la planification stratégique. Planification stratégique, ça veut dire qu'on va définir un agenda avec des buts hein, qui doivent conduire à l'atteinte hein, au but ultime, qui est la chute de ce régime et la reconstruction du pays, parce que les deux vont de pair. On ne peut pas imaginer la chute de ce régime sans envisager, sans théoriser déjà ce qu'il y a à mettre à la place. Donc, l'ensemble de ces conditions vont produire une révolution. Donc, ce n'est pas par le dialogue qu'on va détruire la tyrannie au Togo, d'autant que l'expérience a montré que toutes les discussions qu'on a eues avec ce régime ne lui ont donné que du temps pour se réorganiser et se redéployer. Donc, c'est un contresens historique. Hein? C'est un contresens historique, c'est une faute lourde historique qui est commise là, hein? Que de vouloir conduire un peuple qui est en train de retrouver
la combativité, de briser cet élan-là, pour maintenant le conduire à un dialogue qui de toute façon ne va permettre aux tyrans que de regagner en intensité et de se redéployer. Donc c'est là que se trouve le problème. Je pense qu'il y a une légèreté dans l'analyse historique de la part de ceux qui, en tout cas, promeuvent et adhèrent à cette idée de dialogue avec la tyrannie au Togo. On ne négocie pas avec la colonisation. On ne négocie pas avec celui qui vous met dans les fers. C'est une loi de l'histoire. Et les Togolais n'échapperont pas à cette loi-là. On peut comprendre qu'humainement, quand on voit le sang couler, ben c'est choquant. On va chercher à gagner la paix rapidement. On va croire que si on négocie avec le tyran, ben, il comprendrait que, bon, voilà, le sang, c'est pas bien, on va moraliser sa conscience, on va lui donner le caractère humain pour qu'il comprenne que c'est pas bien de réprimer le peuple. Mais non, la tyrannie ne s'embarrasse pas de principes moraux, non. Donc, le travail aujourd'hui consiste à renforcer les capacités insurrectionnelles, opérationnelles et révolutionnaires de nos peuples. C'est là que se trouve la solution. La clé est là. Puisque ce que nous combattons, c'est la colonisation. C'est que le régime RPT est la continuité parfaite du gouvernorat colonial. Donc, on ne peut pas aller discuter avec ces gens-là en pensant qu'on va les raisonner. On ne raisonne pas l'impérialisme, on ne raisonne pas la domination, on ne raisonne pas la tyrannie. On ne raisonne pas la tyrannie. La tyrannie appelle la révolution et non les réformes. C'est un principe de l'histoire. Ça, il faut l'intégrer. Et c'est tout à fait normal, c'est naturel, qu'il y ait un prix à payer pour sa libération. Et l'Afrique n'échappera pas à ça. Soit les Africains seront en mesure de combattre, de payer le prix de leur liberté, et ils seront libérés, ou alors ils vont toujours vouloir échapper à ce prix, et nous resterons esclaves. C'est tout. C'est un choix à faire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'espère avoir répondu. Quand des gens comme Macron et autres prescrivent le dialogue aux Africains avec les tyrans, prescrivent la négociation avec leurs assassins, c'est que Macron oublie de dire qu'il appartient à un pays qui, dans son histoire, a connu des rois, des tyrannies, qui a connu aussi la domination nazie. La France n'a jamais, les Français n'ont jamais négocié, n'ont jamais été discutés avec les rois. Non. Les Français ont fait des révolutions. Et comme les Occidentaux sont très intelligents et qui ne veulent pas que les Africains reprennent leur destin en main et rebâtissent leur pays, parce que cela va à l'encontre des intérêts économiques que procure l'Afrique aux Européens, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Chaque fois qu'il y a des situations comme ça, ben c'est la guerre. Hein? Eux, ils nous disent, allez discuter. Allez faire la paix avec le tyran. Ils oublient tout simplement de nous dire que dans leur propre histoire, ils n'ont jamais
été discuter avec leurs tyrans. Ils ont fait des révolutions, capturé les tyrans, les rois, ils leur ont coupé la tête. Ceux qui, dans cette bataille contre les tyrans européens, occidentaux, sont tombés, sont devenus des héros, élevés au rang de patriotes immortels. Et ces gens qui sont tombés sont loués. Il y a des livres qui leur sont dédiés. Les théâtres portent leur nom, des rues, des avenues, des bateaux portent leur nom. Ces gens sont devenus des immortels. Mais évidemment que les Occidentaux ne vont pas nous montrer cette voie-là, parce qu'ils savent que c'est cette voie-là qui va redonner à l'Africain sa dignité. Donc, eux, ils font semblant de nous, sous prétexte de nous aimer, de nous éviter le sang, d'éviter que le sang des Africains coule. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous conseillent d'aller dialoguer, tout en sachant que c'est un piège qui va nous enfermer davantage dans la domination. C'est pour ça que les Africains doivent eux-mêmes analyser la situation, savoir concrètement de quoi il en retourne et savoir que dans l'histoire, aucun peuple n'a été serré la main du dictateur et n'a jamais été raisonné, le dictateur, pour qu'il retrouve la conscience humaine et s'aperçoive du mal qu'il est en train de faire à son peuple. C'est pour ça que nous devons être en mesure nous-mêmes de produire notre propre analyse. Si nous produisons notre propre analyse, nous verrons que les pistes que les Occidentaux nous tracent sont de mauvaises pistes. C'est des pistes qui vont nous perdre. C'est des pistes qui nous ont tout perdu. Si nous continuons comme ça, nous allons nous perdre davantage. Donc, nous devons être en mesure de faire notre analyse de manière indépendante, autonome, intellectuellement. Si nous ne nous départissons pas des acquis coloniaux qui nous permettent de suivre toujours ce que le maître indique, on ne va jamais s'affranchir. C'est un piège qui nous est tendu. Et c'est normal, parce que ces pays-là sont en guerre contre nous. C'est nous qui ne savons pas que les Occidentaux nous mènent des guerres. Sinon, eux-mêmes, ils le savent. Ils savent ce qu'ils font. C'est pour ça que nous devons être en mesure aujourd'hui de produire notre propre analyse qui soit radicalement indépendante des sentiers battus que les Occidentaux tracent devant nous pour nous mener en bateau et nous perdre en chemin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. La jeunesse togolaise doit reprendre sa place. Les partis politiques ont des agendas. C'est tout à fait normal. Mais comme nous n'avons pas encore d'État qui organise la compétition électorale de manière indépendante et équilibrée, il faut nécessairement que la jeunesse togolaise reprenne les choses en main et réoriente, oblige les partis politiques qui sont peut-être trop pressés de jouir des retombées d'un pouvoir qui n'ont pas encore acquis, à reprendre la marche et à l'organiser autrement.
C'est la seule alternative qui nous reste. Faute de quoi, nous allons rester encore sous ce régime pour des années et des années. Et c'est ça notre inquiétude. Il ne faut pas qu'on s'inscrive dans ça. Alors, quelqu'un demande, et si le président Faure Gnassingbé refuse de quitter le pouvoir, même après 2020, que doit faire le peuple et l'opposition? Ne pensez-vous pas que l'armée doit jouer un rôle important pour libérer le Togo? Or, le Togo a une armée tribale où du moins la plupart des officiers sont de l'ethnie du président. Ben, bien évidemment. J'ai parlé tout à l'heure de la violence. La violence, c'est le dernier refuge de la tyrannie. C'est son dernier bastion. Quand la tyrannie n'a plus rien, elle s'enferme dans sa tour d'ivoire, qui est l'armée. Et ce n'est pas l'armée dans sa totalité, il faut bien le préciser. C'est qu'il y a quelques composants de l'armée qui défendent jusqu'au bout le tyran. C'est normal. Ça, c'est encore une fois la loi de l'histoire. Mais il faut opposer à cette violence étatique, tyrannique, la froideur, la radicalité froide, déterminée et organisée du peuple. Voilà. C'est la loi de l'histoire. Tous les peuples sont passés par là. Tous les peuples qui ont connu des régimes comme celui du Togo sont passés par là. C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est une donnée première qu'on doit garder à l'esprit. Donc, c'est tout à fait normal qu'une partie, là, en tout cas la partie la plus aguerrie de l'armée, soutienne le dictateur jusqu'au bout. C'est normal. Il ne faut pas voir ça comme une anomalie. C'est plutôt le contraire qui aurait étonné. Donc, c'est classique que ces gens-là soutiennent le pouvoir et matent le peuple. Mais face à ça, il faut organiser le peuple de telle sorte qu'il puisse contenir, gérer et détruire cette violence étatique tyrannique. C'est possible. Sinon, aucune révolution n'aurait eu de réussite dans l'histoire de l'humanité. Voyez, c'est tout à fait normal que le pouvoir déploie les armes qui sont les siens dans une bataille qui l'oppose au peuple. Maintenant, c'est à nous, le camp du peuple, de nous saisir de toutes ces questions, de les analyser, d'étudier de manière intelligente tout ceci pour essayer de renforcer les capacités organisationnelles, opérationnelles de notre peuple. Et ce peuple a les moyens de le faire. Ce peuple a les moyens d'aboutir au résultat que nous souhaitons tous, qui est la chute de ce régime, mais pas seulement la chute de ce régime, mais la reconstruction du pays. C'est pour ça que nous, quand on a créé notre mouvement, on l'a nommé, on a lié la question de la libération à la question de la reconstruction du pays. Parce que c'est important de coupler ces deux notions. Voilà. Donc, si nous sommes dans une logique de révolution, nous avons notre planification stratégique, nous savons que si nous faisons les choses très bien, de manière intelligente et méthodique, Faure Gnassingbé ne peut pas aller jusqu'en 2020. Faure Gnassingbé ne peut pas aller jusqu'en 2020. Tout dépend de comment on travaille. Tout dépend de comment on envisage les choses et quels moyens on y met. Donc, d'ailleurs, l'idée que Faure Gnassingbé finisse son mandat est une aberration, puisque Faure Gnassingbé n'a pas pris le pouvoir dans des conditions démocratiques et il ne s'est maintenu au pouvoir que par des fraudes électorales répétées, comme son père le faisait. Donc, on ne peut pas dire que ce mandat-là ait quelque fondement démocratique que ce soit pour pouvoir aller à son terme. Le peuple n'a aucun devoir de respect
vis-à-vis de ce mandat-là. Ce mandat n'est pas fondé sur la voix du peuple, sur le consentement populaire. Donc, le peuple n'a pas à respecter les termes de ce mandat-là. Il n'a pas à respecter le calendrier de la tyrannie. Le peuple n'a pas à respecter le calendrier de la tyrannie. Le peuple doit se prendre en charge. Si le peuple togolais a décidé aujourd'hui de mettre fin à ce régime, ben, il peut le faire, à la seule condition qu'on ait mis l'organisation qu'il faut au point. Voilà. Donc, le calendrier de la tyrannie ne nous intéresse pas. Que Faure ait envisagé finir son mandat en 2020, ça n'engage que lui, puisque son mandat ne vient pas du peuple. Et ce peuple peut décider à n'importe quel moment de le chasser du pouvoir, de lui retirer le pouvoir qu'il lui a confisqué tout simplement, sans pour autant que cela soit un scandale. D'ailleurs, le but des révolutions sont justement, le but des révolutions, c'est justement de mettre fin à un mandat qui est en cours, que ce mandat soit démocratiquement donné ou usurpé par la force. Ben, le but des révolutions, c'est de court-circuiter, c'est d'arrêter tout ça. C'est d'arrêter tout ça. Voilà. Donc, le peuple n'a pas à tenir compte de l'agenda d'une tyrannie qui lui a volé le pouvoir. Alors, à partir du moment où les masses populaires du Togo vont retrouver leur pleine capacité opérationnelle et vont atteindre la pleine activité, ben, l'armée fera son revirement. C'est clair, on l'a vu en Égypte et dans d'autres pays, la Tunisie, où l'armée et la police politique de Ben Ali étaient extrêmement puissantes.